Tiens, et si la croissance française était condamnée à plafonner au mieux sous les 1%? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. C'est vrai que ça fait un an qu'on fait du quasi sur place, que l'économie française avance effectivement assez lentement. Mais on va quand même faire du 1% de croissance, Jean-Marc, cette année. C'est quand même mieux que nos voisins et amis allemands, à qui on adore se comparer, surtout quand ils sont meilleurs que nous. Oui, oui, il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui. En fait, c'est très inhabituel. Ça fait effectivement 4 trimestres d'affilée que quand on regarde le glissement du PIB sur un an, on est autour de 1%. Et j'ai regardé, il y a des chiffres du PIB depuis 1949. Ça n'est jamais arrivé d'avoir une telle médiocrité de croissance aussi longtemps. C'est arrivé d'avoir des moments où ça montait, où ça descendait, mais avoir vraiment une asthénie comme ça pendant plusieurs trimestres, ça n'est jamais arrivé, sauf après 2012. 2013, au moment où il y avait eu la crise de la zone euro et les retombées qui s'en étaient suivies, dont des coups de matraque fiscaux tout à fait massifs. Donc là, on n'a pas de coup de matraque fiscal et on a même cette croissance très lente et même chez nos voisins, en particulier l'Allemagne, des bouts de récession. L'Allemagne était en récession au début de l'année, elle pourrait y retomber, c'est-à-dire plus de 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Et on a donc une situation qui est tout à fait exceptionnelle et c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui se joue derrière. Hmm. Et donc, même quand le gouvernement nous dit, on se rappelle, on avait Thomas Cazenave, le ministre du Budget, qui était sur ce Ouais. plateau, qui nous a dit non, non, mais c'est bien 1,4% de croissance que l'on vise. Euh, voilà, ça ne se réalisera pas vraiment. Mais il est permis d'avoir de gros doutes et c'est assez classique, en particulier dans des périodes comme celle-ci où on a à la fois une croissance qui est lente et l'inflation un peu forte, que le gouvernement vise un chiffre en valeur en réalité et qui nous disent ils mettent un peu plus sur la croissance que ce qu'ils croient vraiment et un peu moins sur l'inflation pour rassurer sur les deux fronts. Donc c'est vraisemblablement ce qui se passe. Ça a été très souvent le cas dans les années 1981 quand il y avait encore de l'inflation. On a l'impression que c'est un peu ce temps-là qui revient. C'est du moins ce que nous racontent les anciens qui ont connu cette époque-là. Donc, et je dirais presque c'est de bonne guerre. Le Conseil des finances publiques a dit que la prévision gouvernementale était sans doute un peu trop favorable, un peu trop optimiste, même si une prévision n'a pas à être Hmm. optimiste ou pessimiste. Mais il faut regarder derrière les fondamentaux de l'économie. On a quelque chose qui s'est passé depuis 2, 3 ans. On a eu une offre qui a été extraordinairement contrainte parce qu'il y a eu le Covid, les fermetures de frontières, les fermetures d'usines, des fermetures en plus désynchronisées qui ont complètement désorganisé des chaînes de production mondiales très longues qui avaient étiré les industriels depuis plusieurs décennies. Ça a vraiment cassé la capacité des entreprises à produire. Il y a même des usines qui, en un moment, se sont arrêtées parce qu'elles n'avaient pas les puces ou qu'elles n'avaient pas tel ou tel composant, parce que la frontière était fermée, parce que tel pays était fermé. On a eu une offre qui a été extraordinairement contrainte. Ça paraissait s'en remettre à peu près à la normale vers la fin 2021, quand on a eu les plus grosses vagues de Covid qui étaient passées. Puis début 2022, il y a eu deux choses. Il y a eu la Chine qui a en fait resserré la vis, et puis évidemment la Russie qui a déclaré la guerre à l'Ukraine, et les pays occidentaux qui ont décidé du coup d'arrêter d'acheter les produits russes. Les produits russes, ils sont absolument précieux, qu'il s'agisse du blé, du pétrole, de la potasse et de toute une série de matières premières. Et donc ça a remis un sou dans la machine d'une offre qui est bloquée. Donc ça, c'est vraiment l'histoire qu'on a eue à partir de 2020, qui commence à se calmer aujourd'hui. Et c'est ça qui a vraiment empêché les entreprises de produire davantage. On le voit tout à fait dans les enquêtes dans l'industrie. Qu'est-ce qui vous empêche de produire davantage? Eh bien, c'est les problèmes d'offres, c'est le fait de ne pas avoir assez de matériaux, de ne pas avoir assez de salariés. Mais ce mouvement-là, il est en train de se calmer enfin, avec des contraintes qui ont même été assez sévères. C'est pour ça que l'industrie allemande est tombée en récession, c'est parce qu'elle n'avait pas assez d'énergie, elle avait des problèmes d'offres absolument majeurs. Et donc, on a l'impression que ça, c'est en train de se calmer. Les entreprises ont maîtrisé ça, elles ont aussi encaissé les coûts que ça supposait. Mais il suffit pas d'avoir une offre qui repart Il faut aussi pour avoir un une taux de demande. Et croissance. maintenant, c'est la Voilà. demande qui est anémique, c'est ça?
Et maintenant, eh ben, on a la demande qui est en train de s'anémier. On le voit clairement dans l'industrie, hein, et d'ailleurs, chez les industriels, ils sont de plus en plus nombreux à dire que la demande commence à devenir un frein sur la production. Les stocks s'alourdissent, et plus on regarde des acteurs économiques qui sont proches du consommateur, plus la vigilance devient forte, hein. Les industriels sont un peu moins inquiets que les grossistes, qui sont un peu moins inquiets que les détaillants, qui eux sont au contact quotidien avec les consommateurs et qui nous disent attention, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Alors évidemment, on a eu une inflation qui a rogné dans certains cas le pouvoir d'achat, pas à l'échelle du pays, mais dans un certain nombre de cas. Et ça va continuer. Mais on a aussi, et on commence à le voir, et on va le voir de plus en plus fort, je pense que vous allez en parler avec votre invitée suivante, mais on va avoir aussi des secteurs qui vont être massivement impactés par la hausse des taux d'intérêt. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y avait un certain nombre de gens qui disaient la hausse des taux d'intérêt ne servira à rien pour l'inflation, elle va rien changer, tout ça. Oui, peut-être, mais en attendant, cette hausse des taux d'intérêt, elle a un impact très fort sur les secteurs qui sont les plus exposés au loyer de l'argent, à commencer évidemment par l'industrie de la construction, du logement, hein. La demande de logement a chuté de près de moitié en un an, c'est absolument sans précédent, et ça va évidemment avoir un impact. Alors je sais bien que le bâtiment, c'est pas toute l'économie d'un pays, mais c'est une composante, et sur d'autres secteurs, ça va jouer aussi. Donc cette demande, si elle est aujourd'hui anémiée, aussi neurasthénique, sous pression, ce sont les effets secondaires de cette inflation qui a cette morsure de Oui. l'inflation, encore une fois, sur le pouvoir d'achat. Quelle responsabilité quelque part, mais c'est le mandat de la BCE que de lutter contre l'inflation, au travers, encore une fois, de ces relèvements de taux d'intérêt, qui commencent à produire, qui semblent produire des effets sur Oui, l'inflation. oui, puis, et toute la difficulté, c'est de savoir jusqu'où et à quelle profondeur et pendant combien de temps cette hausse des taux d'intérêt va impacter l'économie. Mais la Banque centrale européenne, elle fait son boulot. Elle a une seule mission, hein, c'est maintenir la stabilité des prix. Et quand la stabilité des prix est maintenue, elle peut faire ce qu'elle veut derrière. Mais il faut d'abord maintenir la stabilité des prix. Le traité constitutionnel est tout à fait clair là-dessus. Et il y a des personnes qui sont très très vigilantes sur l'application de ce point-ci, hein. Il y a déjà eu plusieurs mises en cause en Allemagne devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe du respect de cette obligation qui est inscrite, qui est gravée dans le marbre constitutionnel européen. Et donc la Banque centrale, elle fait son boulot. Si elle faisait autre chose, ça pourrait devenir plus compliqué pour elle. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on rééquilibre ça. Et ça, pour l'instant, ben, clairement, en Europe, on n'a pas la réponse. Alors si, j'exagère, on a un début de réponse, c'est que normalement, si on regarde les règles européennes qui avaient été définies, mais redéfinies, puis redéfinies sans qu'on parvienne jamais à trouver le bon équilibre, la politique budgétaire dans les différents pays européens dans beaucoup de pays européens, pas tous, mais dans beaucoup de pays européens, devrait être plus restrictive, et ça n'est clairement pas le cas, hein. Là, même les gens qui passent leur temps à dire qu'il faut de la relance, là, ici, ils disent, bah, finalement, non, on peut pas dire aujourd'hui qu'il y a de l'austérité. Donc, il y a même une forme de rééquilibrage, mais une forme de rééquilibrage qui pourrait devenir compliquée en cas de tension sur les marchés financiers. On a bien vu que les taux d'intérêt à long terme ont eux aussi monté, et qu'il y a un moment où ça pourrait poser problème pour les finances publiques. Après, la OFCE a calculé que la politique monétaire de la BCE va nous retirer l'année prochaine quasiment un petit point de croissance. Oui, bah oui, oui, oui. Bon, c'est Oui, l'effet oui, voulu après, mais- hein. Pardon? C'est l'effet indirect, entre guillemets, de ce qui est attendu, à savoir un retour, une baisse de l'inflation, un reflux de l'inflation, Oui, oui, mais qui c'est ce que mécaniquement... vise, c'est effectivement ce que vise la Banque centrale européenne avec un outil dont on sait qu'il n'est pas très efficace, hein. C'est un peu comme si vous, pour taper sur une mouche, vous prenez un marteau et vous tapez sur la mouche. Le problème, c'est que la mouche, elle est sur une vitre. Et donc, c'est un peu ce que fait la Banque centrale européenne, mais elle n'a pas beaucoup, elle a pas d'autres outils à sa disposition. Elle se sert de sa boîte à outils dans laquelle il y a seulement un marteau. Et donc, avec les effets que ça a. Et évidemment, je pense que dans les semaines, dans les mois à venir, le débat va être particulièrement vif, hein. On sent ce débat monter sur la politique de la Banque centrale européenne. Bon, donc on se quitte là-dessus en disant qu'a priori la croissance française n'accélérera pas. On va quand même a priori
échapper à la récession? Et pour finir sur une note positive, quels sont les secteurs quand même qui échappent à cette morosité? On voit bien que dans les services, ça va plutôt bien. Alors c'est vrai que ça avait été très très mal pendant le Covid. On voit bien que dans un certain nombre de secteurs des services, il y a de la demande et que les entreprises ont encore du mal à trouver des salariés. Donc on a, hein, mais c'est le cas depuis sans cesse depuis 3 ans, hein, on a des décalages très forts d'un secteur à l'autre, du côté de la demande, du côté de l'offre. Et c'est pour ça que c'est pas évident d'avoir une vision globale. Mais la vision globale qu'on peut avoir, c'est que effectivement, sauf pression très forte que pour l'instant on ne voit pas venir, on devrait éviter une récession. Mais enfin, ça va tout de même, ça va être très 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 pépère comme rythme de croissance. Avec on finit là-dessus, avec tout l'impact que ça aura, les conséquences que ça aura sur les déficits publics. Si la croissance n'est Oui. pas au rendez-vous, que l'inflation est un peu supérieure, la prévision du gouvernement c'est 2,6% en moyenne sur 2024, c'est assez pour le coup optimiste. On ne sera pas 4,4% de déficit public attendu par le gouvernement en fin 2024, peut-être plus autour de 5%. C'est ce qu'a calculé aussi l'OFCE. Oui, alors là, si vous regardez les prévisions de déficit hein, depuis maintenant 20 ans en France, elles n'ont jamais été respectées. Et dans le contexte actuel en particulier, je ne vois absolument pas pourquoi elles le seraient. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Merci à vous. Échos. Merci Jean-Marc, salut.